Bonjour. Hop, je scroll un peu. Hop, donc voilà, moi j'ai découvert Notion, je suis fan de Notion, j'utilise plus les slides. Donc ça va être mes slides sur Notion. Et du coup, je vais devoir faire ce geste magnifique de déplier des toggles. Si j'y arrive, j'y arrive. Yes, salut, c'est moi c'est Stéphane, enchanté. Je connais certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Je suis développeur depuis longtemps, 18 ans. Là, cette photo, ça date pas si longtemps. J'ai d'autres photos de moi où j'avais pas de poil blanc dans la barbe. J'étais déjà développeur. Et en 2008, j'ai cofondé une agence de développement qui s'appelle Captive. Au cas où j'oublie, c'est écrit sur mon suite. Et, donc, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'est développer des applications utiles. Donc, j'ai essayé de définir ce que ça voulait dire utile pour moi. J'ai deux critères principaux. Utile, ça veut dire déjà utiliser pour moi, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça m'est déjà arrivé, ça fait mal à l'ego. Donc, je ne voudrais plus reproduire ça. Et puis, idéalement, elle simplifie la vie d'au moins une personne. Et évidemment, le plus, c'est mieux. Donc chez Captive, c'est une agence de développement, on intervient sur du web, sur du mobile, on fait du Ruby depuis le début, depuis notre création, donc en 2008. J'ai commencé Rails, mon premier bouquin c'était Rails 1.2, donc peut-être certains d'entre vous ont connu, mais souvent quand je dis ça, on me dit « Ah ouais !» mais, 1, 2, 3, le best. Et du coup, effectivement, on a deux grandes... Bon, après, probablement vous connaissez notre métier en tant qu'agence, hein, mais globalement, on a deux grands types d'interventions. Soit on digitalise des process internes dans les entreprises, soit on crée des nouveaux services grand public, juste pour vous donner quelques exemples. Voilà, donc en digitalisation, par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Eux, la problématique qu'ils avaient, c'est que beaucoup de papiers c'est une association qui aide des familles de pompiers en difficulté, qui demande des prestations d'aide type financière pour une aide pour un permis de conduire, par exemple. En fait, avec leur lourdeur administrative, ça prenait jusqu'à 6 mois pour une personne pour recevoir son aide. Donc nous, évidemment, ce qu'on a fait, classiquement, on a créé un espace bénéficiaire, on a mis en place des règles de conformité, est-ce qu'il y a les bonnes pièces jointes, est-ce que ça respecte bien les règles, et on est arrivé à 2 à 3 semaines de traitement actuel aujourd'hui pour faire ça. Donc typiquement, c'est ce genre de choses qu'on fait pour optimiser les process, entre guillemets, ou sur du grand public. Donc là, on travaille depuis quelques mois pour une application on a développée qui s'appelle Vera. C'est une startup dans la fashion tech. L'application existait déjà en 2019, elle a été outsourcée. Elle était buggée, elle ne tenait pas la charge. Quand ils ont atteint 500 utilisateurs, ils ont dû arrêter et fermer le service parce que ça ne marchait plus. Donc autant dire que l'entrepreneur, qui est une femme très brillante, était extrêmement frustrée d'avoir réussi à avoir un product market fit, mais en fait une technique qui ne suivait pas la route. Donc du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a tout réécrit, on a fait la refonte là en quelques mois, entre mai et juillet, en nouvelle UX, ajustement fonctionnel, et cette appli elle marche super bien en ce moment, donc c'est ouvert à tous, mais c'est plutôt destiné aux femmes pour s'inspirer à trouver ses tenues et à mieux consommer son vestiaire pour arrêter d'acheter des nouveaux vêtements. Et donc on a 33 000 utilisateurs à peu près avec plus de 1500 chaque semaine. Les gens sont absolument fous, ils uploadent des vêtements, il faut prendre des habits qu'on a en photo et ça les envoie sur le serveur. Donc en fait on en a 442 000, et, tous les jours il y a 5000 vêtements en plus. Si on regarde le back-office, moi ça me rend absolument... Je suis fasciné de voir à quel point toutes les 3 secondes il y a un nouveau vêtement qui est uploadé sur cette plateforme entre 6h du matin et 2h du matin. Bon, mais à part ça, je ne suis pas venu vous parler de ça, je suis venu vous parler de bugs. Et pourquoi c'est un sujet qui me touche? Parce qu'il y a un point, depuis que j'ai débuté l'informatique, qui m'a saoulé, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui a envie de nous faire croire que les bugs c'est normal. Et alors, une bonne manière de rendre ça visible pour moi, c'est quand on va sur un App Store et qu'on regarde les notes de mise à jour, et on voit que quasiment systématiquement on va parler d'optimisation de performance et de correction de bugs. Donc voilà, là il y a l'exemple, c'est récent, vous voyez, 5 décembre, ça c'est Booking, on a corrigé des bugs. Uber en dessous, Various Bug Fixes. Là on a Le Monde, on comprend correction de bugs. Bravo Card, je suis allé voir entre temps, c'est pas le cas pour vous, je vous aime pour ça. Et pourquoi c'est un problème aussi pour moi en tant que CEO de Captive? C'est qu'en fait, déjà, ça nous fait perdre des clients les bugs. Parce que nous, on vend du service. Donc en fait, on vend des prestations de développement, et quand nos prestations de développement ne sont pas qualitatives, ça crée des tensions avec nos clients. Et parfois, ils partent, parfois, ça nous est arrivé, ils ne nous payent pas. Et puis en plus de ça, les gens qui travaillent sur le sujet du débugage, c'est vraiment pas passionnant en fait, c'est pas forcément valorisant de travailler, donc c'est pas fun. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un sujet d'entreprise. Et pourquoi on a décidé vraiment en 2022 de se dire maintenant les bugs ça suffit? Je vais rapidement vous faire un petit historique des 5 dernières années de Captive. Vous voyez, donc la petite barre verte, c'est le chiffre d'affaires pour montrer un peu la progression. En 2017, on est tout petit, on est 3 devs. T'étais encore là, Julien, ou pas? Yes.
Voilà, on est monté tranquillement en 2018. En plus, en 2019, on a commencé à avoir de la croissance. On a un gros projet qui démarre. En 2020, on a 3 équipes de dev. Et là, on commence à avoir des problèmes de qualité. Et là, ce que vous n'arrivez probablement pas à voir, c'est qu'en 2021, les tech leads, c'est des pompiers. Je ne sais pas si vous connaissez cette vie d'être un pompier. On a un CTO qui est cramé, qui démissionne. Les clients, ils ne sont pas contents. Finalement, globalement, sur l'année 2021, on a perdu plus de clients que ce qu'on a gagné. Globalement, on avait moins 15% de clients à la fin de l'année par rapport au début de l'année. Donc autant dire que si on ne réglait pas ce problème-là, on allait fermer la porte. Et pourtant, parce que, comme je vous disais, ça fait longtemps que je fais du développement, moi au début, je croyais qu'on était au top de la qualité. Un truc qui a toujours été super important chez Captive, c'est de travailler en TDD depuis le début. Et puis après, on a plein de bonnes pratiques qu'on considère être des bonnes pratiques, et je pense que plein de gens considèrent être des bonnes pratiques. Voilà, l'intégration qu'on dit depuis le début, pair programming, code review, on a des linters, on fait des rétrospectives, on a réparti nos équipes avec globalement un tiers de juniors, un tiers de confirmés, un tiers de seniors. Enfin, on était, sur le papier, on pensait qu'on était au top. Mais en fait, non, comme vous l'avez compris. Donc en 2022, voilà, on change, on a 3 combats. En tant qu'entreprise, on se dit, voilà, non, on va se focaliser sur 3 sujets. Et je vais vous en parler d'un seul ici. La satisfaction client. Forcément, ils partaient, ils n'étaient pas contents. On a envie qu'ils aient le sourire, on a envie d'être content pour travailler pour des gens contents. La qualité, parce qu'on veut réduire le nombre de bugs. Et l'impact de nos applications. Donc pour faire une différence, ouais, bon, chez nos clients, il manque la fin de la phrase. Et donc en fait, on a créé cette espèce de phrase qui résume tout ça. On veut créer des logiciels utiles et fiables pour des clients satisfaits. Bon, ça c'est très bien, mais à partir de là, comment on fait ? On a changé d'outil, on va dire ça, de modèle. Là, vous connaissez ça. On a beaucoup travaillé en Agile, ça c'est la représentation de Scrum. Moi, je suis plus inspiré par Extreme Programming, mais Scrum a forcément beaucoup influencé le développement logiciel ces dernières années, ces 20 dernières années même. Mais on s'en est un petit peu éloigné. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'on s'en inspire plus, ça ne veut pas dire que... Salut. Mais on a commencé à chercher des nouveaux modèles. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent ce schéma-là. Ok. Ça, on appelle ça en général le TPS. C'est le modèle de Toyota qui, en fait, globalement, on en parle... le mot-clé, souvent, qu'on connaît plus, c'est le Lean. Donc aujourd'hui, quand on parle d'agilité, on parle aussi de plus en plus de Lean. Le Lean, c'est la méthode Toyota appliquée ailleurs que chez Toyota. Et ça, c'est un peu la représentation, un peu mémotechnique d'un ensemble de pratiques qui vont permettre, en tout cas, de supporter, d'appliquer le Lean dans son entreprise. Et un autre outil qui va avec, qu'on utilise beaucoup, peut-être certains connaissent entre vous, le cycle de résolution de problèmes PDCA. Donc ça, c'est un vieux truc, parce que ça date des années 50. Ça a été popularisé par un monsieur qui s'appelle William Deming, et en gros, qui est une méthode de résolution de problèmes qui consiste à dire que on va commencer à, quand on va essayer d'adresser un problème, on va s'occuper, essayer de comprendre le problème, essayer de comprendre la cause du problème, essayer de corriger le problème, mais surtout, ce que je trouve assez fou, même si c'est super logique quand j'y pense, c'est de vérifier qu'on a bien résolu le problème, et ensuite on va apprendre, on va tirer des enseignements de tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un peu les outils avec lesquels on se dit, ok, c'est bon, on va éliminer les bugs, parce que y en a marre. Donc la première étape, c'est d'essayer de comprendre comment on fait, on discute avec les différents développeurs, les différentes équipes, on va voir sur le terrain comment vous faites, comment vous traitez les bugs, comment ça se passe chez vous. On regarde les boards de Trello, enfin les boards de suivi, donc nous on utilise principalement Trello et un peu Jira pour certains cas. Il y a un truc qu'on apprend, voilà, qui est assez pratique, je ne sais pas si vous faites ça chez vous, c'est assez standard chez nous, c'est de voir voilà, un bug, il y a une carte Trello, et puis elle est taguée bug, et puis comme ça on voit que c'est un bug. Donc on se dit c'est cool, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on peut commencer à mesurer des choses, à mettre en place un indicateur. Et là on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque semaine si on est en train de produire de la feature ou de corriger les bugs. Bon, quelle est la proportion entre les deux. Donc vous connaissez peut-être cette citation qui nous inspire, ce qui se mesure s'améliore. Et donc on décide de se donner un indicateur de qualité, il est imparfait mais il vaut ce qu'il vaut, et en tout cas il nous permet de travailler au quotidien. Et on se dit, on va regarder la proportion de correctifs qu'on livre, donc de bug fix qu'on ship, par rapport aux nouvelles features qu'on ship. Et moi je vais un peu voir toutes les équipes, je regarde, je me fais mon idée. Ce que je constate, c'est qu'on fait globalement 20% de correctifs pour 80% de features. Ça veut dire, dit autrement, que quand on
développe 4 features, il y en a une qui est buggée. Alors, évidemment, on passe pas toujours le même temps vers le correctif, parfois c'est des petits trucs, etc. Mais malgré tout, quand on fait cette proportion-là, on se dit merde, c'est trop. Et donc, on se donne un objectif. On divise par 2, on ne va pas chercher plus loin. 20%, on va essayer d'atteindre 10%. Hop, hop, hop. Et là, on arrive les premières surprises. Première surprise, je me suis trompé. Premier mois de janvier 2022. En fait, on part de plus loin que prévu. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres, là c'est 28%, 38%. Après, on a 18, 21. Donc en fait, non, je croyais qu'on était à 20%, mais en fait, non, on est à plus. Alors je me dis, c'est cool, enfin, peut-être que la raison pour laquelle je me suis trompé, c'est que là, tout le monde est embarqué dans la démarche, et c'est génial. Et du coup, tout le monde rend les bugs visibles, tout le monde pense à taguer ses cartes, et c'est génial. Donc bon, bah, on va partir de là, et on continue à fonctionner comme ça. Et le mois 2, c'est magique, on est au mois de février, et là, incroyable, bam, je sais pas si vous voyez la courbe, là, 13%, 23, 8,39, on a déjà atteint nos objectifs au mois de février, magnifique. Je suis trop content, on est tous super contents, et là on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il suffit de mesurer les choses pour que ça marche? Est-ce qu'il suffit de mettre en place des métriques et de les montrer chaque semaine pour que les gens fassent attention? Peut-être, tant mieux. En tout cas, on est content, parce que franchement, notre qualité s'est vachement améliorée super rapidement. Mais vous l'avez deviné, en fait, c'est pas magique. Donc voilà, ça c'est février, ça c'est mars. Donc on s'est dit merde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'effectivement, il y a eu une période où tout le monde faisait plus attention, mais en fait, l'attention, avec le temps, ça marche plus. Donc au final, bah, on a un peu le contre-coup. Et ça marche pas, donc là on s'est dit, ok, il va falloir qu'on s'y prenne autrement. Et on a commencé à se dire, bah, c'est quoi en fait nos problèmes? Et on a commencé à regarder plus profondément ce que sont les bugs. Donc on s'est donné un rythme. Globalement, on essaie de cibler 2 bugs qu'on analyse. On les corrige tous, hein, évidemment. Mais sur certains, on va passer plus de temps pour essayer de comprendre. Et en fait, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est pas forcément le bug, comment on le corrige. Oui, on va bien sûr le corriger, mais surtout, comment ça se fait qu'on a introduit ce bug. Ce qu'on nous a appelé la cause racine. Et donc, voilà, on ne se demande pas comment est-ce qu'on aurait pu faire pour l'attraper plus tôt, parce que parfois, c'est vrai que c'est le premier truc qu'on peut se dire, hein, on pourrait faire des meilleures reviews, on pourrait mieux faire une meilleure QA, on verrait. Mais surtout, comment est-ce qu'on aurait pu ne jamais introduire ce bug dans notre code? Et donc, on utilise encore une fois des modèles. Hein. Celui qu'on utilise principalement, c'est les 4M. Je ne sais pas si vous connaissez. L'idée, c'est de regarder une situation problématique et d'essayer de comprendre quelle est la source du problème en explorant ces 4 axes. Est-ce que c'est un problème de personne, man? Est-ce que c'est un problème d'outil, machine? En général, man, c'est une personne qui n'a pas la connaissance ou les compétences pour faire ce qu'on lui demande de faire. Outil, ça peut être voilà, ordinateur, autre chose. Hein. Est-ce que c'est un problème de matériaux, c'est-à-dire l'input? Est-ce qu'on a, typiquement, quand on fait du dev, est-ce qu'on a une spec qui était pas bonne, incomplète, pas claire? Ou est-ce que c'est un problème de méthode, parce qu'en fait, on n'a jamais fait ça ou on ne sait pas faire? Et on cumule ça à une autre approche qui s'appelle l'analyse des bacs rouges. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Donc, tout ça est très inspiré du Lean, et donc dans le Lean, c'est très inspiré du vocabulaire de Toyota et donc de la production industrielle. Et donc, en fait, il faut imaginer que globalement, si on a un opérateur qui est en train de travailler, qui est en train de prendre une pièce et qui n'est pas bonne, va la mettre dans un bac rouge parce que c'est le bac des pièces défectueuses. Et puis sinon, c'est le bac bleu qui est le bac qui est correct et qui va pouvoir aller chez les suivants. Et donc là, on va aller chercher les bacs rouges, donc nos correctifs, on va essayer de comprendre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'écart entre ce qu'on voulait et ce qui s'est produit? Et puis on va essayer de comprendre les causes racines, et là on va commencer à voir, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont concernés? Est-ce qu'il y a d'autres bugs qu'il faut qu'on corrige? Et est-ce qu'on a réussi à résoudre ce problème? Donc quand on fait ça, ce qui est génial, c'est qu'on apprend plein de trucs. On apprend plein de trucs sur notre métier, on apprend plein de trucs sur les gens, on apprend plein de trucs sur les conditions de travail des gens, et on capture ce qu'on apprend dans des choses qu'on appelle des standards. Et en fait, pour nous, un standard, c'est une petite fiche, et globalement, sur un sujet très très spécifique, sur lequel on va mettre l'intention, pourquoi on a décidé de capturer cette information, c'est quoi les points clés de faire quelque chose qui est OK, donc pour distinguer ce qui est OK ou not OK, et c'est quoi les pièges à éviter, les erreurs types dans lesquelles on connaît, on sait qu'on peut tomber. Donc ça, c'est un des tout premiers standards qu'on a écrit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on s'était retrouvé face à un bug où il y avait un problème d'intégrité dans la base de données. Donc il y avait des données, c'est un truc relativement classique, je pense que vous savez que si dans la base de données vous avez des données non conformes et que vous faites appel, je ne sais pas, à un objet nil et que vous faites, bref, vous voyez l'idée, mais globalement,
les données dans la base n'étaient pas OK, du coup ça provoque un bug, on cherche à comprendre comment ça se fait qu'on a pu introduire une donnée non conforme dans la base de données. Et on se rend compte que les personnes qui ont travaillé sur le sujet n'avaient pas forcément la connaissance adaptée pour structurer une base de données, ne savaient pas forcément comment faire des contraintes d'intégrité dans une base de données. Donc du coup, on a créé un standard, voilà, ça ressemble à ça. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. En gros, c'est les points clés. Voici ce qui est important quand vous faites une base de données. Au moins, ces points-là, si vous arrivez à les respecter, on va essayer de capturer et d'éviter la grande majorité des bugs de ce type-là, avec en dessous les erreurs à éviter. Donc globalement, encore une fois, on ne le fait pas forcément systématiquement, mais ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler comme ça. Sur la partie engineering, la partie tech, pour l'instant, on en a à peu près 70 des standards sur différents sujets, que ce soit sur Git, que ce soit voilà, sur la base de données, que ce soit sur d'autres thématiques. Et c'est une pratique qu'on a adaptée aussi ou adoptée dans d'autres domaines, le produit par exemple, voire même ce qui est marketing ou autre. Et du coup, en tout, on a à peu près 150, je crois, standards qu'on a réalisés. Un standard, c'est donc on a capturé une connaissance, une bonne pratique qu'on a envie de répéter après. Du coup, après, bah, évidemment, il n'y a pas que ça, on a affiné nos outils. Donc là, il y aura des liens si vous voulez aller chercher sur notre GitHub, voilà, des configs de linter pour essayer d'attraper des problèmes avant même qu'ils soient poussés, ou des configs de CI. En fait, on s'est rendu compte, parce que nous, en tant qu'agence, on a quand même pas mal de projets en simultané, classiquement 10, enfin, facilement 10 en simultané, donc en fait, les configs de CI ne sont pas forcément toujours les mêmes, et donc on a essayé voilà, de les partager. Mais le truc qui est après, c'est que quand on a capturer toute cette information, on essayait de former les gens, de faire en sorte de savoir que les gens quand ils créent quelque chose, est-ce qu'ils savent le faire. Et donc là, on a créé des modèles de formation très courts, en général une demi-heure en one-one. Classiquement, voilà, c'est le team lead qui est avec le dev concerné, et on utilise le standard qu'on a appris avant, qu'on va lire et qu'on va pratiquer ensemble. On utilise un modèle qui s'appelle le Training Within Industry, qui veut dire globalement, en fait, on ne fait pas des formations théoriques, on fait des formations très pratiques sur un sujet. On va même essayer de produire une feature ensemble, ou en tout cas faire une partie ensemble. Je reprends l'exemple de la base de données, on va essayer de faire une structuration de base de données ensemble. 3 étapes, on lit le standard, ensuite la personne qui fait la formation le fait devant la personne qui suit la formation, ensuite c'est l'autre, le formé qui le fait, sous la supervision. Et après on a créé une grille de niveaux. Donc il y a 6 niveaux qui vont de 0 pas formé, 1 débutant, 2 intermédiaires, 3 autonomes. Après on a expert et enseignant. Et du coup on a commencé à capturer, on discutait avec les gens, comment tu te sens sur tel sujet, comment tu te sens sur tel sujet, etc. Et donc ça a commencé à créer des discussions que tout le monde a vachement apprécié ce genre de choses, parce que ça permet voilà, de créer une fiche. Voilà, on a un tech lead, un extrait de sa matrice de compétences, avec certaines de nos compétences. Parfois il y a des standards, l'évaluation. Et donc ça nous permet de nous poser la question, qui doit apprendre quoi, et comment est-ce qu'on aide les gens à progresser sur le sujet qui est important pour eux. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'on demande à un développeur de réaliser une fonctionnalité qu'il ne sait pas faire. Et du coup, forcément, quand vous faites quelque chose pour la première fois, vous avez de bonnes chances de vous planter, et surtout s'il y a d'autres personnes dans votre équipe qui savent comment faire, c'est dommage de ne pas pouvoir transmettre cette connaissance. Donc tout ça, c'est un peu un travail quotidien. Qu'est-ce que ça a donné ? Là, vous avez vu le titre, donc évidemment, vous comprenez que ça a bien fonctionné. Là, si on regarde sur les 6 derniers mois, on a évidemment des pics, tout n'est pas parfait, c'est pas magique non plus, c'est un travail du quotidien, mais on est super content de constater que, voilà, après avoir été passé 20, 26, parfois même à 50% dans les mauvaises périodes, on termine sur ces dernières semaines, on voyait que ça se stabilise, 13, 12, 8, et puis là, on est en train d'atteindre nos objectifs qui sont d'être en dessous de 10%, donc en dessous de 10%, encore une fois, si on le dit autrement, c'est qu'avant, quand on est à 20%, on crée 4 features, il y a un bug, il y en a une qui est buggée. Là, quand on est à 10%, on en crée 9, il y en a une qui est buggée. Donc c'est quand même pas du tout la même histoire. Et donc ça, c'est super cool d'un point de vue qualité. Et puis là où aussi on est super content, c'est d'un point de vue satisfaction client, parce que je vous rappelle qu'un des déclencheurs, c'est que les gens n'étaient pas contents, nous payaient pas ou partaient. C'est que là, en 2022, on a perdu un seul client. C'est un client qui a fermé sa boîte parce qu'il n'y avait pas de client lui-même. Donc ça, à la limite, c'est des choses qui arrivent. Mais surtout, les autres sont restés. Et comparativement à l'année d'avant, où on perdait des clients, on avait 15% de clients en moins, là, on va finir globalement avec 40% de clients en plus. Donc on est content de voir que non seulement la qualité, c'est plus intéressant pour les gens qui développent et qui sont plus contents de faire leur travail, mais en plus de ça, ça a un impact sur la satisfaction des gens pour qui on bosse. Alors pour finir, moi, ce que j'en retiens,
Si on veut essayer d'avoir une démarche d'amélioration de la qualité et de réduction des bugs, il y a des routines qu'il faut se créer, il faut les analyser, et puis surtout, il faut éviter les grandes généralités. Parce que ça n'a pas marché. On prend un bug après l'autre, cas par cas, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, c'est pas grave, mais on va essayer d'apprendre sur des cas très très spécifiques et non pas des généralités, parce que sinon on n'arrive pas à avancer. Le fait d'avoir un suivi visuel, ça aide à rester objectif. Parce que, comme je vous le disais au début, je croyais qu'on était bon, et en fait, je me rends compte que non, et parfois on a l'impression qu'au contraire, ça ne marche pas, mais en fait, il y a des résultats, donc tant mieux. Ce qui est cool, c'est qu'on n'avait pas anticipé quand on commence à créer des standards sur comment on fonctionne. Quand on accueille des nouveaux développeurs, ben on s'en sert, et ils trouvent ça génial de pouvoir plus facilement être onboardé et être productif beaucoup plus vite, et savoir quelles sont les pratiques de l'équipe. Sur les typologies de bugs, ça évolue. Au début, voilà, les premiers, c'était des problématiques de base de données, des trucs assez core. Aujourd'hui, on est sur des bugs, entre guillemets, à la con. Des bugs de faute d'orthographe, de translation missing, des bugs front, etc. Ça reste des problèmes, mais justement, c'est bien que les problèmes évoluent et que ce ne soient plus les mêmes. Et donc moi, je crois de plus en plus, encore une fois, et c'est le message que j'ai envie de passer, c'est que les bugs, ce n'est pas une fatalité. Je pense que le zéro bug, je ne sais pas si on va l'atteindre, mais c'est un idéal que j'ai envie de continuer à chercher à poursuivre. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment, je vous le disais à la fin là, si on est en train de travailler sur les problèmes de qualité, on apprend énormément de choses sur la manière dont on fonctionne, sur nos connaissances, donc je trouve que c'est vraiment là qu'on en apprend le plus. Donc si jamais vous avez envie de vous intéresser à ça, il y a un livre de référence sur le sujet. Je l'ai ici si vous avez envie de le feuilleter. C'est pas le truc super fun, c'est pas une BD, mais il y a plein d'approches intéressantes sur comment est-ce qu'on peut vraiment chercher à améliorer la qualité dans les logiciels. Enfin, en fait, de manière générale. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que vous publiez vos standards? On a prévu de le faire, ouais. Top. Pour l'instant, on l'a pas fait, mais je peux te les partager si tu veux. Non, publier dans... Mais pour l'instant, sur Notion, mais ouais, en fait, c'est un projet pour nous de les publier, ouais. En fait, on pense d'ailleurs que les publier, ça nous aidera à valoriser déjà nos connaissances. Ça nous aidera dans nos recrutements à savoir globalement est-ce que les gens qui vont venir avec nous vont être d'accord avec notre manière de fonctionner. Donc fondamentalement, on voit que des bénéfices à le faire, et donc on a prévu de le faire. Top. Vas-y. Ça va dans le sens de la première question. C'est du coup comment vous avez mis en place vos fiches standards en fait. C'est-à-dire comment, ouais voilà. Comment on a mis en place les standards? Ouais, c'est-à-dire comment sur lesquels la structure. En fait, encore une fois, souvent on va chercher des modèles. Donc globalement, on allait prendre des modèles d'autres pratiques, d'autres boîtes qui utilisent les standards pour faire ça. On a un standard de standard. Okay. C'est parce que ouais. Clairement ça. Ouais, parce qu'en fait, on s'est posé la question, c'est quoi un bon standard? Et d'ailleurs, nos modèles de standard ont eux-mêmes évolué. On veut que ça soit quelque chose de facile à capturer et de facile à utiliser. Donc effectivement, on allait prendre des modèles et après on les a affinés en fonction de l'usage. Aujourd'hui, on remarque qu'on a envie que ça prenne moins d'une demi-heure de créer un standard. C'est quand même relativement long, une demi-heure. Mais en fait, quand on voit les bénéfices que ça a derrière, quand on voit la réutilisabilité qu'ils ont et ce que ça nous apporte, c'est une demi-heure en général qu'on considère bien investie. Vas-y, je t'en prie. Là, je me demandais juste, est-ce que c'est facile à rechercher? Parce que je sais par exemple chez nous, on veut toujours écrire dans le wiki dès qu'il y a une pratique, un machin et tout. Et moi, le wiki, je le surnomme le trou noir parce que si on nous demande un truc et que vous l'oubliez, c'est le meilleur moyen. On fait une page wiki, personne ne la regarde, tout le monde la perd. Est-ce que c'est facile à rechercher? Parce que nous, je sais, quand on recherche, on est une grosse boîte énorme, donc il y a toutes les 5000 personnes sur le wiki, c'est introuvable. Ouais, tu tapes n'importe quel terme, il y a 36 trucs non reliés qui sortent. C'est une des difficultés qu'on a, la manière dont on a commencé à le structurer, c'est qu'on a créé des pages Notion qui sont des manuels et on les a thématisés. C'est pas fou, mais ça marche pas trop mal. En tout cas, c'est les prochains problèmes qu'on va avoir, parce que ce qui nous est arrivé effectivement récemment, donc c'est les prochains trucs encore une fois qu'on va devoir craquer, c'est qu'il y a des standards, il y a des bonnes pratiques, il y a des gens qui sont pas conscients que ça existe, qui partent sur quelque chose et qui créent finalement un problème qu'on avait déjà rencontré et qu'on avait déjà réussi à résoudre. Donc ça, c'est un des prochains problèmes qu'on va chercher à craquer. Et c'est aussi pour ça que derrière, on crée des pseudo-thématiques et des parcours de formation. Mais oui, c'est clairement un des sujets sur lequel, voilà. On les a pas encore trop parce qu'à 70, globalement, on arrive à savoir sur quoi on a des standards. Mais on sent qu'on a déjà eu le problème et on sent qu'on va l'avoir de plus en plus. Comment vous gérez du coup la mise à jour de ces standards, en termes par exemple d'ownership, qui a l'ownership là-dessus? Ouais. Et comment est-ce que vous luttez aussi contre le cargo culting par exemple?
Alors, je ne sais pas ce que c'est le dernier mot que tu as dit. C'est par exemple, c'est un peu c'est la croyance, parce que tout le monde le fait, donc c'est bien comme ça. C'est un peu la bonne pratique, mais tu sais pas trop pourquoi, et tu le fais parce que tout le monde le fait. Tu connais pas trop la raison. Ouais. Alors, tu as deux questions. Comment on les fait évoluer? Ça va un peu se répondre en même temps. Un standard, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'en fait, on le valide par le fait qu'il est utile pour des gens. Et si on trouve qu'il n'est pas utile, en tout cas, si on voit des nouveaux problèmes, on les fait évoluer. Aujourd'hui, ça se gère relativement ad hoc, mais on considère qu'on leur donne un petit peu mentalement des niveaux de maturité. Quand il a été capturé pour la première fois, il n'est pas mature. On considère qu'un standard est OK quand globalement, si je devais simplifier le truc, même si évidemment c'est plus subtil que ça, s'il a aidé 3 personnes, 3 fois. Voilà. Là, on se dit que c'est bon. Mais après, en fait, c'est plutôt les gens qui naturellement les mettent à jour. Et aujourd'hui, on ne rencontre pas particulièrement de difficultés par rapport à ça. Pour ta deuxième question, j'ai entendu une anecdote magnifique là-dessus sur, sur une pratique à la con, genre de plus de 100 ans qui était datée de chez Renault, alors qu'en fait, qui était dans le système ingénierie pour des mauvaises raisons. Enfin, je ne vais pas le raconter maintenant parce que je ne le ferai pas vite, mais en tout cas, la manière dont on essaie de lutter contre ça, c'est la partie intention. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on cherche à réussir en appliquant ce standard. Et on espère que justement, si on est d'accord sur ce qu'on cherche à réussir, après on peut challenger la manière dont on y arrive. Je sais pas s'il y avait deux. Cool, merci. Ah si, vas-y. Moi j'ai juste du mal à voir sur le tout début, avec toutes les bonnes pratiques qui ont été évoquées, comment il y a pu avoir autant de bugs. Enfin, quelle était la typologie des bugs, parce que tu es passé rapidement dessus au début. Enfin, qu'est-ce qui a pu passer à travers une CI et des tests le problème, effectivement, déjà, c'est une compétence de savoir tester. Donc, si tu ne testes pas correctement ce que tu fais, en fait, tu peux avoir des tests qui sont verts, une CI qui passe et tu n'as pas de problème. Et puis après, comme je prenais ce genre d'exemple, on pourrait aussi se retrouver avec des problèmes de structure de base de données et donc d'intégrité des données. Et là, pareil, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément tester, ou en tout cas qu'on ne savait pas forcément. Donc du coup, on peut introduire des choses. Les problématiques après, ça se joue aussi dans les pratiques. Si tu te retrouves avec des PR qui sont très grosses, c'est super difficile de capturer ce genre de choses. Même si tu as des tests, tu peux encore oublier. C'est facile de tester du code métier quand c'est du code Ruby, ok, il n'y a pas de souci, mais dès que tu vas commencer à être un peu plus périphérique, c'est plus difficile, quoi. Tu peux décider de ne pas tester ton front, par exemple, parce que c'est trop chiant de tester tes vues, ou que c'est compliqué de te mettre dans des bonnes situations. Et du coup, selon ta stratégie de test, il y a des zones sur lesquelles tu ne vas pas passer et tu vas laisser passer des défauts. Et du coup, est-ce qu'avec vos clients, vous faites du développement continu ou par bon de commande ou par trimestre? Parce que ça aussi, ça peut jouer. Parce que si tu dois attendre 3 mois pour te rendre compte qu'il y a un problème ou pas, on livre en général, chaque projet est livré toutes les semaines. Mais après, c'est les classiques, hein. Des pics qu'on a eus, c'est parce que sur des phases de... En vrai, il y a une différence entre livrer et utiliser. On livre toutes les semaines, mais il peut se passer des moments où, surtout quand tu travailles en B2B, tu as des gens qui se disent tant que j'ai pas tout ça, je vais pas l'utiliser. Et même si toi, tu es convaincu du contraire et tu penses que ça a de la valeur, tu te retrouves confronté à ce genre de problématique. Et après, effectivement, des pics qu'on a pu avoir à un moment, je ne sais plus si vous vous rappelez, il y avait un gros pic là à 50%. Ça correspond typiquement à un ensemble de stocks de fonctionnalités qui étaient prêtes, qui ont été livrées au fur et à mesure, mais en fait, on a commencé à apporter les utilisateurs pour la première fois. Bon, merci.